Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h. Depuis ce midi, 67 millions de Français sont officiellement confinés chez eux pour ralentir la propagation de l'épidémie. Comment ont-ils appliqué cette mesure qui pourrait durer des semaines? Reportage partout en France avec notamment François-Xavier Ménage dans un Paris quasi désert. Tout a donc changé, nos déplacements, nos voyages, les règles d'indemnisation du chômage, le télétravail, l'interdiction de faire certains sports ou une simple belote entre amis. Nous vous expliquerons les nouvelles règles avec Garance Pardigon et Thibaut Malandrin. Nous serons également dans un service de réanimation de l'Est de la France. Les médecins sont débordés, ils attendent l'installation d'un hôpital militaire. Nos reporters vous montreront le travail admirable de ces équipes médicales. Enfin, vous verrez comment la vie continue, notamment pour les artistes qui chantent et nous divertissent différemment. Ils n'ont plus de salle de concert, mais nous donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est une décision sans précédent en temps de paix. Elle a été annoncée hier soir par Emmanuel Macron. Elle est entrée en application aujourd'hui à 12h précises. Sauf autorisation, tous les Français sont tenus de rester chez eux. Cet après-midi, à Paris, il y avait moins de monde dans les rues qu'un dimanche du mois d'août à 6h du matin. Frédéric Agnès. Instantané à 18h. Lyon, Clermont-Ferrand, Arras, Montpellier, quasiment déserte. La France vit désormais au ralenti. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Ça vit beaucoup normalement, mais là, il n'y a personne. Flashback, 11h50, quartier d'affaires de la Défense. Les derniers employés quittent leur bureau, un peu pris de court. Je pensais que j'aurais au moins toute la journée, mais non. J'ai l'ordinateur de l'entreprise, j'ai pris quelques feuillets, des stylos. Il n'est pas encore midi et devant ce supermarché à une porte de Paris, une file d'attente sans fin. 48 minutes déjà, et je suis pas rentré. Même lieu, à 12h30. La France est bel et bien passée en mode confinement. Ces villes sont méconnaissables. Les pharmaciens de Chartres apprécient ce calme après la tempête des derniers jours. Voilà, c'est calme. Hier, je peux vous dire que c'était pas calme. Dans toutes les pharmacies de Chartres, là, c'était la panique. Les gens sont venus pour faire les renouvellements, pour chercher des masques, des gants, des gels hydroalcooliques qu'on n'a pas. Des rues presque vides, quelques rares habitants achètent de quoi manger, rien de plus, ils suivent les consignes. On est obligé de respecter. Il le faut, c'est quand même la santé publique qui est en jeu, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez pris votre autorisation? Ouais, elle est là. La fameuse attestation que chacun doit avoir sur soi quand il sort en cas de contrôle. Scène inattendue à Lille. Est-ce que vous savez qu'il y a un confinement, madame? Ah bon? Ah ben je ne savais pas, c'est ça qu'il n'y a pas de monde alors. Ah oui, s'il n'y a personne. Je suis tout étonné. Alors les cafés sont fermés. Tout est fermé. Tout est fermé. Bon, c'est pas à peine, j'aille plus loin. Paris n'échappe pas à la règle. Voici le Sacré-Cœur cet après-midi. Ce père de famille tente visiblement d'échapper à la crise de nerfs. Comme tout Parisien, on vit dans un petit espace. Là, ça commence à jouer au foot dans le salon. Ça commence à crier un peu partout. Donc c'est bien qu'on puisse décompresser en sortant un petit peu. À 100 km de la capitale, Fontenay-sur-Eure, 1000 habitants, même préoccupation des parents. On profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour pouvoir qu'ils puissent rendre l'air, en fin de compte. Prendre l'air, pour les enfants, mais également pour les parents. 15 jours de confinement au moins, il va falloir trouver son rythme. Et oui, regardez tout de suite ces images filmées cet après-midi à Paris par nos équipes. La rue de Rivoli, la place de l'Hôtel de Ville, la Tour Eiffel totalement déserte. Avant-hier, des milliers de Parisiens se promenaient encore dans les parcs. Aujourd'hui, ils semblent avoir pris la mesure de l'urgence. Comment respectent-ils les nouvelles règles? François-Xavier Ménage et Clément Biet. Les Champs-Élysées vides, le jardin des Tuileries cadenassé et cette ambiance inédite sur l'île Saint-Louis. Le silence. 16h, le confinement semble ici respecté à la lettre. Aucun commerce. Quartier désert. Bonjour monsieur, excusez-moi. On va respecter la distance d'1 mètre. Voilà, on respecte la distance. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je me balade, monsieur. J'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale, le ravitaillement, le typhus, le choléra, les vaccinations. Et je suis encore là. Donc c'est pas ça qui va me faire peur. Cet homme a pourtant 85 ans, le coronavirus est pour lui une menace très sérieuse. D'ailleurs, beaucoup l'ont compris. Pour s'en convaincre, il faut observer les transports publics.
Dans le métro, après une baisse de fréquentation hier de l'ordre de 70%, eh bien, à quoi ressemble le trafic maintenant? Depuis le début du confinement, eh bien, il n'y a presque plus personne. Du coup, la RATP prévoit pour les prochains jours moins de trains en circulation. Lui est obligé de se déplacer en camionnette. Ce livreur doit déposer en urgence des médicaments dans une pharmacie. Vous avez un papier pour circuler? Comment ça marche? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez nous montrer juste le papier? Bien sûr. Il est là. Il est juste pas encore rempli. Ouais, je vais remplir tout de suite. Une fois à l'intérieur, difficile de respecter la distance d'1 mètre avec les clients. D'ailleurs, ce matin, sur ce marché, personne ne semblait se soucier de la promiscuité. Et à 12h15, après le confinement, rien n'avait changé. Bonjour, avocat, magnifique, on est là. Pour l'instant, c'est un peu flou. On travaille au jour le jour. On lâche un petit peu, on ne sait pas si demain on sera ouvert. Ce soir, la tonalité est différente. Paris semble avoir mieux compris la gravité de la situation. Bonsoir François-Xavier, nous vous retrouvons tout de suite. Vous êtes dans l'un des lieux habituellement les plus fréquentés, les plus touristiques de Paris. Vous allez nous le dévoiler dans un instant. 10 millions de visiteurs chaque année. Et autour de vous, on a le sentiment que la vie s'est arrêtée. Mais où êtes-vous donc ? On est sur le parvis de Montmartre. Regardez, normalement, vous avez des dizaines de milliers de personnes tous les jours. Et là, il n'y a personne sur les marches du parvis. D'ailleurs, regardez, on va monter la fin des 222 marches de ce parvis. Et vous allez mieux comprendre pourquoi les Parisiens, il y en a beaucoup qui ont compris la gravité de la situation. Vous en avez quelques-uns qui font un peu de sport, comme cette dame. Et puis vous avez surtout la présence de la police qui refroidit certains de trop sortir. Cette police qui est donc déjà présente en masse tout au long de la journée, comme les militaires également, et qui va continuer à être déployée toute la nuit, nous dit-on. Pour l'instant, il n'y a pas de contravention, mais ça pourrait changer, nous expliquent certains d'entre eux. Merci beaucoup François-Xavier. Dans d'autres grandes villes de France, comment ce confinement est-il accepté? C'est ce qu'ont voulu savoir nos reporters en déambulant dans les rues de Bordeaux à la recherche des 250 000 habitants de la ville. Guillaume Ployer et Julia Gardet. Peu avant midi, place de la Victoire, la course contre la montre est lancée. Dernier déplacement en groupe et souvent les bras chargés. On a fait les courses, on a topé le truc et on va chez les copains. On va se confiner à 4-5, voilà. On habite à 5 minutes là, donc on va y être pour l'heure. Et là on doit se dépêcher. Voilà, une bonne journée. Et puis nous y sommes, l'heure du confinement a sonné. En quelques dizaines de minutes, Bordeaux devient une ville morte. La place de la Comédie où les patrouilles de police effectuent les premiers contrôles. La rue Sainte-Catherine, habituellement noire de monde. Ou encore la place Péberlan où règne un silence de cathédrale. Alors dites-moi ce que c'est ça. Donc ça c'est la dérogation qui me permet simplement de sortir en cas de contrôle, de légitimer en fait le fait que je sois dehors, quoi. En l'occurrence c'est vraiment pour se déplacer jusqu'à mon lieu de travail. Des images presque irréelles d'une ville à l'arrêt. Même les pharmacies, les bureaux de tabac sont désertés et les autres commerçants contraints de fermer se sont fait une raison. L'heure est grave, hein, donc je crois qu'on en a tous pris conscience. Et moi-même, bon, voilà, j'ai hâte de rentrer chez moi, me confiner. Sur les quais de la Garonne et leur célèbre miroir d'eau normalement si fréquenté, aucun touriste et seulement quelques Bordelais. Je pense qu'il a fallu une deuxième intervention du président pour que les gens comprennent bien le message. La première fois, c'était pourtant assez clair, mais visiblement, il y a eu quand même des rassemblements qui ont un peu inquiété ou choqué le public. Les voyageurs étaient en revanche nombreux à la gare Saint-Jean. La plupart ont choisi d'aller se confiner loin des grandes villes. On est parti de Paris là, on part pour se mettre au vert et on ne sait pas combien de temps on va rester, donc c'est bizarre. Surprenant, la faible circulation sur la rocade bordelaise, habituellement saturée aux heures de pointe. Même constat sur les grands axes du centre-ville. Bordeaux et ses habitants ont, semble-t-il, accepté de vivre au ralenti pour au moins 15 jours. Et oui, la vie au ralenti. Lors de chacune de vos sorties qui doivent rester très exceptionnelles, vous devez vous munir d'une attestation à un sésame comme celui-ci. Où trouver ce formulaire? Faut-il en remplir un nouveau chaque jour? Et peut-on être sanctionné? Mode d'emploi détaillé avec Georges Brenier, Linda Huret et Sander Randézadré. C'est un contrôle routier d'un genre inédit. Cet après-midi, dans les rues de la capitale, montrer son permis de conduire ne servait à rien. Un seul document comptait, l'attestation de déplacement dérogatoire. Un précieux sésame qu'il faut imprimer, remplir tous les jours et toujours garder sur soi. En région parisienne, les gendarmes contrôlaient les riverains
avec bienveillance. Une logique d'accompagnement pédagogique mais ferme, une logique d'explication et de compréhension des situations individuelles. Pas de verbalisation à 38 € aujourd'hui et l'immense majorité des Français jouent le jeu, mais beaucoup sont persuadés que l'attestation donne le droit à tous les déplacements. Ils ont l'impression que cette attestation leur permet de circuler librement, alors que ça a été fait pour restreindre cette circulation et avoir le moins de déplacements possible. Le document est disponible sur le site internet du gouvernement ou peut sinon être rédigé à la main. 5 motifs sont valables pour circuler. Les trajets professionnels, ceux destinés également à faire ses courses ou pour aller voir son médecin. On compte aussi le motif familial impérieux comme la garde d'un enfant. Avoir une activité physique individuelle comme le jogging est aussi autorisé. Des règles strictes qui nécessitent toutefois pas mal de pédagogie. Déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique individuelle. Il faut que le footing se fasse seul. Car dès demain, l'amende sera inévitable et passera à 135 €. À partir de demain, on va tomber dans une phase un peu plus restrictive. Mais l'objectif, encore une fois, c'est vraiment d'amener les gens à une prise de conscience. L'attestation est totalement gratuite, car attention, depuis quelques heures, des petits malins s'amusent à en vendre sur les réseaux sociaux. Et oui, ça a déjà commencé. Bonsoir Thibaut Malandrin. Bonsoir Gilles. Vous allez nous aider ce soir et nous éclairer très concrètement sur ce que nous avons le droit de faire ou pas dans cette période de confinement. Première question, première situation. J'ai la garde alternée de mes enfants. Pourront-ils continuer à voir alternativement leurs 2 parents ? Oui, cela fait partie des raisons familiales impérieuses. Elles sont prévues par le 4e motif de l'attestation. Alors, une condition, et elle semble évidente, limiter le déplacement au trajet entre le domicile de l'ex-concubin ou concubine et son propre domicile. Autre question, puis-je choisir de faire mes courses non pas à côté de chez moi, mais dans un magasin plus grand, plus confortable, à l'autre bout de la ville ? Alors non, dans la mesure du possible, il vaut mieux choisir le commerce qui se trouve le plus proche de chez vous. Les commerces de proximité évitent non seulement de faire de longs trajets, ce qu'il vaut mieux éviter pendant ce confinement, et puis surtout, ils permettront d'éviter les scènes de cohue qu'on commence d'ores et déjà à apercevoir dans certaines grandes surfaces. Supposons que j'ai envie de faire du vélo, de sortir un peu de cette atmosphère confinée. Est-ce que j'ai le droit de prendre mon vélo, de le mettre sur le toit de ma voiture et d'aller faire du vélo à 30 km de mon domicile ? Non, l'activité sportive est bien prévue par le 5e cas de l'attestation, mais attention, au plus près de chez soi, de manière individuelle, surtout pas collective, et puis pendant une durée limitée. Le plus simple reste de courir autour de son domicile, et puis ça tombe bien puisqu'il y a moins de voitures pendant la durée du confinement. Dernière question, j'ai réservé un déménageur pour déménager mon domicile. La date, c'est après-demain, tous les cartons sont prêts. Est-ce que je dois impérativement reporter mon déménagement ? Alors c'est l'un des points flous de ce décret. On sait qu'en Italie, les déménagements sont toujours autorisés. Dans la mesure du possible, il vaut mieux reporter son déménagement. D'abord parce que la plupart des sociétés déménageurs ont prévu de ne pas exposer leurs salariés à des dangers. Et puis parce que pour les déménagements faits par les particuliers eux-mêmes, cela nécessite évidemment un rassemblement de personnes. On déménage rarement seul. Donc pour les locataires qui ont déjà donné leur préavis, le plus simple c'est encore de s'arranger avec son propriétaire pour retarder la date de départ. Et les cartons attendront encore quelques semaines dans le couloir. Merci beaucoup Thibaut pour ces explications. Emmanuel Macron l'a précisé hier soir, à partir de ce jour, seuls les trajets nécessaires sont autorisés pour des soins, pour aller faire des courses, pour se rendre au travail. Et pourtant, de nombreux trains, TGV, des vols au départ des aéroports français sont maintenus. Comment expliquer cette apparente contradiction et combien de temps cela va-t-il durer ? Marie Demarque et Ludovic Romanens. Cet après-midi, plusieurs heures après le début officiel du confinement, on trouvait encore beaucoup de monde gare Montparnasse à Paris. On rentre à Nantes dans l'Ouest et pour éviter d'être confiné dans un petit appartement. Voilà. Est-ce que vous rentrez à votre avis dans les conditions de circulation, les nécessités impérieuses ? Non, alors là c'est limite et du coup on s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Donc, voilà. Je sais qu'il y a les risques qu'il y a de transporter le virus hors des grandes villes. Mais vous prenez ce risque-là en partant ? Oui, sinon ils auraient annulé les trains je pense, ou tous les transports. Aujourd'hui, la SNCF a maintenu un train sur 2 pour permettre à chacun de rentrer chez soi et éviter une trop forte affluence dans les rames. Mais dès demain, le trafic va diminuer. 30% des grandes lignes, 30% des TER et 50% des Transiliens en circulation. Un arrêt total n'est pas envisagé car la compagnie ferroviaire doit assurer un service minimum pour les déplacements jugés indispensables.
Mais à l'intérieur de la gare, aucun contrôle pour vérifier le motif du voyage des passagers. La SNCF affirme que ce n'est pas à elle d'effectuer cette surveillance, mais à la police. Côté bus, en revanche, les longs trajets en France et vers l'international sont tous suspendus depuis midi. Cette usagère en a fait l'amère expérience. J'avais le bus à 17h, ils ont envoyé un message à 16h. J'ai reçu un message à 16h, donc ça a été trop tard. Depuis, je suis en galère. Le trafic aérien, quant à lui, devrait fortement ralentir d'ici la fin de la semaine pour assurer quelques vols domestiques, le rapatriement des Français de l'étranger et une liaison restreinte avec les DOM-TOM. Toujours à propos de transport, alors que toutes les personnes qui sont actuellement sur le sol français sont confinées chez elles depuis ce midi, des milliers de ressortissants français sont coincés à l'étranger. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières et toutes leurs liaisons aériennes vers la France. Patricia Lémonière. L'Europe se recroqueville sur elle-même, minuit. Frontière franco-espagnole, fini la libre circulation. Les douaniers, aux commandes, vérifient les automobilistes. Moi, je me fournis en gaz en Espagne, donc voilà, puis les cigarettes, quoi. Eh bien, ce sera non. Interdit d'entrer en Espagne, ce conducteur doit faire demi-tour. Même situation aux portes de l'Allemagne. Pas question d'y entrer, même pour faire le plein de son scooter. Je peux y aller ? Non, vous rentrez en France. Ouais, c'est marrant, on n'a pas le droit. Un peu plus de tolérance côté français. C'est normal parce que ça arrivait hier soir très tard. Ce rétablissement des frontières s'accompagne de gigantesques embouteillages. Aujourd'hui, seuls les camions sont autorisés à passer, ainsi que les travailleurs frontaliers. J'ai un papier de mon patron qui dit que je suis travailleur transfrontalier. Rétablissement des frontières intérieures, mais aussi extérieures. L'entrée dans l'Union européenne est désormais interdite aux étrangers. Seuls sont admis en Europe les ressortissants des États membres, ceux de l'espace Schengen en vert sur cette carte et les Britanniques. Le repli est le sauve qui peut, mais trouver un avion pour rentrer chez soi devient de plus en plus difficile. Certains pays, comme le Maroc, ont suspendu leurs liaisons aériennes avec la France. La galère pour cette touriste niçoise bloquée à Marrakech depuis samedi. Hier, c'était de nouveau une situation terrible. On a fait 10 heures de queue et on a pu in extremis faire le changement de notre vol de retour. Cette nuit, elle devrait atterrir à Nice, un des tout derniers vols en provenance du Maroc. Depuis samedi soir, ils sont parmi les seuls magasins ouverts. Avec les nouvelles mesures de confinement, les commerces alimentaires pris d'assaut ces derniers jours ont dû s'adapter et imposer quelques règles sanitaires à leurs clients. Reportage à Paris, Olivier Santiki et Olivier Cresta. L'appropriation du discours officiel par les commerçants a été rapide. Dans cette boulangerie de Sèvres, en région parisienne, il y a des consignes de distance minimale partout, des repères au sol et même un hygiaphone de fortune pour faire barrage aux fameuses gouttelettes. Avec un petit ruban pour emballer les gâteaux. Donc voilà, on fait vraiment avec les moyens qu'on a, mais tout en essayant de satisfaire le client et de protéger le personnel. Puisque le vocabulaire présidentiel était guerrier hier soir, beaucoup de commerçants se sont mis en ordre de bataille. Pour cette enseigne de restauration rapide, déplacement de la caisse à l'entrée, abandon des beepers. Dans 2 minutes, ça vous embête d'attendre dehors ? Et procédure très étudiée pour la livraison des commandes. Monsieur, on pose la commande, le client vient la chercher. Donc entre nous et le client, 0 contact. 1,60 m d'écart. Le client, globalement, à 99% des clients payent en sans contact. Aménagement carrément dissuasif dans ce tabac avec un parti pris, ouvrir les yeux des Français. Il faut prendre les choses au sérieux, voilà. Que c'est plus comme les gens, souvent les clients me disent ça va passer, que c'est de la rigolade, voilà quoi. Donc il faut se protéger, il faut faire prendre conscience aux gens que c'est dangereux. Se montrer citoyen avant d'être commerçant. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Le credo dans cette boulangerie dont la gérante régule l'affluence, en hausse d'environ 100%. Bienveillance mais discipline, c'est aussi l'assurance de conserver la ressource la plus précieuse. J'ai demandé à tout mon personnel s'ils voulaient être là aujourd'hui. J'ai laissé le choix à tout le monde. Tout le monde m'a dit on sera là, on sera avec vous, parce que c'est notre devoir de nourrir la population également. Mais la désinfection, toutes les 45 minutes et l'accueil d'une clientèle prise de frénésie d'achat ont un prix. Les managers pointent déjà la fatigue importante des effectifs. Au chapitre économique, mais à plus grande échelle cette fois, il faut bien sûr revenir sur les annonces faites par Emmanuel Macron. Hier soir, une avalanche de chiffres, 300 milliards d'euros pour les entreprises, sans compter 45 autres milliards. D'où vient cet argent ? À quoi va-t-il servir ? Qui pourra vraiment en bénéficier ? Axel Cariou et Camille Collin.
Transport à l'arrêt, industrie au ralenti, commerce paralysé. Pour éviter les faillites, le gouvernement sort l'artillerie lourde. 45 milliards d'euros tout de suite. Ils serviront d'abord au report de charges. Toutes les charges, sauf la TVA, seront reportées jusqu'à 3 mois sans pénalité, voire même annulées pour les entreprises les plus fragiles. De même, les loyers, factures d'eau et d'électricité pourront être reportés pendant 2 mois. Ces 45 milliards serviront aussi à financer le chômage partiel. L'État s'engage à rembourser à 100% les entreprises qui le mettent en place, mais attention. Les secteurs où le chômage partiel va se faire de façon massive, c'est les secteurs où on a demandé de fermer pour des raisons de santé publique. Les bars, les restaurants, les discothèques. En revanche, pour les autres secteurs, dans leur immense majorité, ils peuvent et doivent continuer à travailler. Pourquoi ? Parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. Quand vous achetez un litre de lait, il y a au moins 15 métiers derrière. Quant aux travailleurs indépendants, il existe pour eux un fonds d'urgence. Commerçants, artisans, micro-entrepreneurs, sur simple demande, ils bénéficieront d'une aide de 1 500 €. Enfin, l'État ajoute 300 milliards d'euros de garantie sur les prêts bancaires. La Banque publique d'investissement, la BPI, garantira 90% des sommes empruntées par les entreprises auprès de leur banque habituelle. Des mesures d'une ampleur exceptionnelle, alors que la France s'apprête à entrer en récession. Bruno Le Maire l'affirme, l'État pourra même nationaliser certaines entreprises si les turbulences devenaient trop fortes. Elles font partie des plus fragiles, des plus vulnérables, les petites et moyennes entreprises. Elles sont 4 millions en France. Certaines ont dû baisser le rideau, mettre leurs salariés au chômage technique. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé plusieurs aides pour les maintenir à flot et leur permettre de repartir quand la crise sera terminée. Mathieu Poissonnet et Jean-Philippe Eckert. Ça y est, l'entreprise est fermée. Ces ouvriers qui fabriquent des fenêtres en PVC doivent tout ranger. Ça fait vraiment bizarre, quoi. On a l'impression qu'on va partir pour les grandes vacances, mais en fait, c'est pas des vacances, quoi. C'est un point d'interrogation, quoi. On ne sait pas, c'est au jour le jour, on suit les règles. On n'a pas le choix. Désormais, Catherine Garniou, qui emploie 7 personnes, a une priorité. Maintenir son entreprise debout pour qu'elle soit prête à rebondir dans quelques mois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après. C'est au moment de la reprise. Parce que forcément, ça va tout décaler, ça va tout perturber. Et donc, je ne sais pas combien de temps nos entreprises vont pouvoir tenir. Les PME françaises sont à l'arrêt. Et leurs patrons confinés, comme Adrien Vérac. Ce qu'on applique auprès de nos collaborateurs, on se l'applique aussi à soi-même. Il dirige une société lilloise qui distribue des repas dans les entreprises. Hier, il a écouté avec attention les annonces du président de la République. Les loyers, les factures, les salaires, c'est en général les plus gros postes de dépenses. Donc savoir que l'État peut prendre en charge une partie, savoir qu'on peut décaler le paiement des autres, c'est essentiel pour sauvegarder, je pense, la vie de bon nombre d'entreprises en France aujourd'hui. Les mesures annoncées ont été bien accueillies. Mais pour Vincent Melet, dont les 60 autocars sont à l'arrêt, il faudra que l'État aille vite. Il faut accélérer l'application des choses. Aujourd'hui, je sais qu'il faut à peu près 1 mois et demi pour qu'un traitement de dossier se fasse. Et ça, c'était avant. Maintenant, demain, vu le nombre de dossiers qu'ils vont devoir traiter, je ne sais pas comment ça va se faire. Une grande inconnue demeure et elle est au cœur de leurs préoccupations à tous. Combien de temps durera cette crise unique ? Cette question que vous vous posez sans doute, d'autant plus que vous êtes confinés chez vous, vais-je encore dans les jours à venir recevoir mon courrier et des colis chez moi à mon domicile ? William Rosé et Bruno Poiseuil ont une partie de la réponse. Depuis ce matin, les facteurs continuent de déposer le courrier dans vos boîtes aux lettres. Pour eux, pas de confinement, alors que 7 bureaux de poste sur 8 sont fermés. Tous doivent respecter de strictes mesures d'hygiène. On a des ordres pour faire attention au niveau des clients, éviter le moins de contacts possible, même aucun contact. Et puis on rattrape ce que nos collègues ne peuvent pas faire, parce que malheureusement ils ont leurs enfants, etc. Sur les 70 000 facteurs en France, 55 000 travaillent encore pendant le confinement pour assurer le service postal. En plus du courrier, les repas en livraison continuent d'arriver chez vous. Ce livreur enchaîne les déplacements depuis la fin de matinée. Certains clients demandent à ce que leurs sacs soient déposés par terre. D'autres n'ont pas encore changé leurs habitudes. On vous souhaite un bon appétit. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Là, c'était la première fois, donc je pense que la prochaine fois, je demanderai vraiment de déposer sur le paillasson et je le prendrai par la suite.
Le maintien de ce service permet aussi à de nombreux restaurateurs de limiter leur perte de chiffre d'affaires. On n'a pas de surplace, donc ça fait quand même une petite baisse dans le chiffre. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent sur Paris et qui n'ont pas peur de commander. Des mesures de confinement qui pourraient faire un grand gagnant, le commerce en ligne. Avec la fermeture de la majorité des points relais, les enseignes se réorganisent pour livrer l'ensemble de leurs produits directement à domicile. Mais il existe un risque de saturation des transporteurs. On est prêt à faire face à une hausse des commandes, on suit ça heure par heure et il y aura forcément, je pense que les consommateurs le comprendront, peut-être quelques aléas de timing de 24-48 heures de retard maximum sur les colis. Le commerce en ligne avait déjà connu une nette augmentation début mars. La tendance devrait encore s'accentuer ces prochains jours. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Comme chaque soir, vous allez nous aider à répondre aux questions que nos téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux se posent. Nous avons lancé hier matin, vous le savez, le hashtag le 20h TF1 vous répond pour regrouper toutes vos interrogations. Alors parmi les très nombreuses questions reçues aujourd'hui, une par exemple, le plombier, l'électricien qui doit venir chez vous pour vous dépanner, a-t-il encore le droit de se déplacer ? Oui, parce que pour lui, en fait, pas de télétravail possible. Et surtout, ces missions sont essentielles à la vie quotidienne. Une panne de courant ou une fuite d'eau ne peuvent évidemment pas attendre la fin du confinement. Cependant, ces artisans doivent s'appliquer des règles de sécurité strictes. On ne fait que le répéter. Le lavage des mains et surtout la distance avec les clients. Les clients qui vont aussi devoir faire preuve de bon sens, n'appeler ces artisans qu'en cas de nécessité. Autre question, je suis actuellement au chômage, en fin de droit. Vu les circonstances, je ne pourrai évidemment pas retrouver un travail avant fin avril, au mieux. Est-ce qu'entre-temps, je vais toucher une indemnité ou une allocation ? Alors non, pour le moment, il n'y a pas d'indemnité particulière, même si le ministère du Travail nous assure réfléchir à la question. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, le problème se pose pour tous les demandeurs d'emploi. Comment retrouver du travail alors que l'économie est quasiment à l'arrêt ? La priorité pour ces demandeurs d'emploi, c'est de prendre contact avec leur conseiller Pôle emploi. De préférence par mail, par téléphone. Mais s'ils doivent absolument se déplacer dans une agence, ils ont droit de le faire. C'est la case rendez-vous professionnel sur leur attestation. Sachez qu'il y a une permanence dans toutes les agences. Il suffit en fait de sonner à l'interphone. Question posée par l'une de nos téléspectatrices, assistante maternelle. Vais-je être payée même si je ne peux plus garder d'enfants parce que ces enfants sont confinés chez eux ? Alors là, pour le coup, il y a bien des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour ces assistantes maternelles, mais surtout pour tous les employés à domicile, l'aide ménagère, les jardiniers qui vont pouvoir bénéficier d'un dispositif en fait similaire au chômage partiel, une indemnité à hauteur de 80% de leur salaire habituel. C'est aux particuliers employeurs de déclarer cette situation sur le site du CESU, d'avancer cette indemnité et il sera remboursé ultérieurement. Alors ça, c'est pour la théorie, parce qu'en pratique, on ne sait pas vraiment comment ça va se mettre en place. Dernière question, Garance. On l'a vu il y a quelques instants, pour les entreprises, les factures de loyer, de gaz, d'électricité seront reportées. Quid des particuliers ? Peuvent-ils reporter à plus tard le paiement de leur loyer, par exemple, parce qu'ils n'ont plus de travail aujourd'hui ? Non, ils vont devoir s'acquitter de leurs charges. En fait, l'exception est uniquement pour les entreprises en difficulté qui, elles, vont pouvoir effectivement reporter leurs charges. Concrètement, un commerçant qui se retrouve en difficulté, il va pouvoir repousser le paiement du loyer de son local commercial, mais il devra s'acquitter, comme tout le monde, du loyer de son appartement. Merci beaucoup, Garance. À demain soir avec d'autres questions et d'autres réponses si pertinentes. La Direction générale de la santé a donné il y a quelques minutes, juste avant 20h, les derniers chiffres concernant l'évolution de l'épidémie. La France comptabilise à cette heure 7730 cas déclarés, plus 1000 en 24 heures et 175 décès, c'est 27 de plus qu'hier. Et enfin, une bonne nouvelle, relativement bonne nouvelle, 5000 patients sont déclarés officiellement guéris. C'était l'une des annonces importantes d'Emmanuel Macron hier soir, la mise en place d'un hôpital militaire de campagne en Alsace pour soulager les services de réanimation du Grand Est complètement saturés. À quoi ressemblera ce futur hôpital ? Quand va-t-il accueillir ses premiers patients ? Jérôme Garot et Esther Lefebvre. Quelques heures suffisent pour monter cet hôpital de campagne. Démonstration filmée l'an dernier. Une structure provisoire, très mobile, normalement installée après une catastrophe. Dans quelques jours, un hôpital similaire sera construit en Alsace, uniquement dédié à la réanimation. Nous avons contacté cet après-midi un médecin militaire, anesthésiste réanimateur. Il nous en dit plus sur ce dispositif. On monte une tente après l'autre, donc 5 tentes de 6 lits de réanimation, 30 lits de réanimation totale, qui va être capable de prendre en charge des patients
en état critique ou post-critique. Ces opérations sont menées par le service de santé des armées. Le voici en 2015, en Guinée, pendant l'épidémie de fièvre Ebola. Au total, cette branche de l'armée française compte 14 700 hommes, dont 2 500 médecins. La France a 8 hôpitaux militaires sur son territoire. 5 sont déjà mobilisés pour recevoir des malades. L'armée de l'air vient aussi en renfort, avec ses avions militaires. Les sièges sont retirés, remplacés par du matériel médical, comme une ambulance volante. Ce dispositif est normalement utilisé pour transporter les militaires blessés, jusqu'à 12 patients à la fois. Il servira désormais à évacuer les malades du coronavirus des régions les plus affectées vers les zones les moins touchées par l'épidémie. But, soulager les hôpitaux débordés. Demain matin, ces avions devraient prendre en charge 6 premiers patients pour les transférer de Mulhouse vers des hôpitaux de la région PACA. Restons dans ces départements de l'Est et en particulier dans le Haut-Rhin. Certains épidémiologistes estiment que ce département a environ une semaine d'avance sur le reste du pays en termes de contamination. La tension dans les hôpitaux est extrême. Illustration au CHU de Colmar, débordé par l'afflux de patients. Pierre-Emmanuel Chinardet et Antoine Pocry. Depuis 3 semaines, cet hôpital soigne des malades du coronavirus. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à entrer. Nous retrouvons le chef du service des urgences, préoccupé par la pénurie de matériel de protection. Ça sont des restes de soluté hydroalcoolique qu'on a récupérés auprès des bureaux de vote. On a fait la tournée des dimanches soirs, toutes les mairies qui avaient été réglées dès le premier tour. Il nous emmène ensuite en zone rouge. Derrière ces portes, des équipes mobilisées depuis 3 semaines, jour et nuit, sans relâche. Les patients gravement atteints augmentent chaque jour. Les personnels soignants sont à bout de force. On est tout le temps sur le qui-vive, il faut faire attention à tout. Et c'est vrai que c'est plutôt une fatigue psychologique. Parce que quand on rentre chez soi, voilà, on a encore tous ces patients qui sont là. Et on se dit, mince, celui-là, il est décédé. Là, on a un jeune qui vient de décéder, c'est compliqué. Ici, le service réanimation est passé de 30 à 50 lits. Mais tout est déjà saturé. Car les malades du coronavirus nécessitent 3 personnes au lieu d'une. Et les guérisons sont de plus en plus longues. Des médecins des autres services sont également mobilisés. Mais c'est insuffisant. Il faut se préparer maintenant. Il ne faut pas penser que parce qu'on ne voit pas de cas à proximité, on n'en aura pas. Nous, on n'en avait pas jusqu'à ce qu'on en ait plein. Il n'y a pas eu de phase intermédiaire. Et pour la population générale, le message clé, c'est qu'il faut obéir aux consignes. Ce n'est pas un fantasme. L'épidémie, elle est là, donc restez chez vous. Devant cette situation, des médecins et des infirmières réservistes sont appelés en renfort. Nous croisons Christine, venue spontanément proposer son aide. J'ai des amis médecins qui œuvrent ici depuis plusieurs jours, qui sont épuisés. Je ne me voyais pas rester à la maison et attendre, sachant qu'ici, ils sont complètement débordés, quoi. D'autant que tous craignent une hausse sensible des malades dans les prochains jours. Depuis le 8 mars, bien avant la France donc, le gouvernement italien a imposé à tous les citoyens de rester chez eux, sauf pour quelques sorties essentielles. Les Italiens respectent-ils ces mesures? Ce confinement a-t-il eu des conséquences sur le nombre de personnes contaminées et de décès? Henri Dreyfus. Confiné depuis une semaine, Massimo s'amuse d'un rien. Ce carton constitue désormais une voiture formidable. Surtout, on garde les cartons. Pour travailler sans être perturbé, sa mère, qui filme, a établi des règles strictes. C'est indispensable de se fixer des règles, un règlement. Voilà, et notamment ne pas déranger pendant les heures de bureau. Dans cette famille française de Milan, chacun a dû s'adapter. Première règle, ne jamais perdre une occasion de mettre le nez dehors. On se bat un peu pour celui qui aura le droit d'aller faire les courses aujourd'hui, parce que c'est un peu la bouffée d'oxygène dans la journée. Dans des villes désertées comme ici à Rome, l'isolement oblige Aurélie et son fils à faire preuve d'imagination. On développe notre fantaisie pour passer le temps. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Mais faire travailler son enfant n'a rien de facile, comme l'explique une autre Française. C'est très difficile pour les enfants d'être enfermés, ils n'ont pas de moyens de se défouler et pour eux c'est un grand effort. Malgré ces difficultés quotidiennes, le confinement est essentiel pour lutter contre le virus. On a plus de 2000 morts là, ça prend des proportions qui sont vraiment catastrophiques et le seul moyen d'enrayer cette contagion est de rester chez vous. Hier, l'Italie a connu une forte augmentation du nombre d'amendes pour non-respect du confinement. Un relâchement inquiétant, jugent les autorités. Il va pourtant falloir tenir jusqu'au 3 avril, date de la fin du confinement.
Bonsoir, docteur Gérald Kierzek. Bonsoir, Gilles. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu et vous êtes aussi, nos téléspectateurs vous connaissent bien, consultant pour TF1 et LCI. J'ai pour vous des questions très simples, comme chaque soir. Beaucoup de Français qui voient leur quotidien bouleversé se demandent si le confinement est efficace, vraiment efficace, si c'est prouvé. Alors oui, c'est-à-dire qu'on voit très bien en Chine, par exemple, que les courbes, à partir du moment où il y a eu un confinement, eh bien, les courbes ont commencé quelques jours après. C'est pas 48 heures après, mais c'est une bonne dizaine de jours après à diminuer. On voit la même chose en Italie également, avec une efficacité. Et puis ça se comprend, l'objectif, c'est de casser la circulation du virus, de casser la chaîne de transmission d'un être humain à un autre être humain. Si vous êtes confiné dans un foyer avec quelques personnes et que vous mettez de la distance, non pas sociale, mais de la distance physique avec quelqu'un d'autre, eh bien, le virus ne peut pas circuler, ne circule pas dans l'air, il passe d'une personne à une autre personne. L'un de vos confrères, qui est réanimateur à la Pitié-Salpêtrière, affirme que l'épidémie va s'accélérer dans les 2-3 prochaines semaines et qu'il faut attendre un pic de contagion dans 4 à 6 semaines. Est-ce qu'il y a un consensus parmi vous, parmi les scientifiques, parmi les médecins, sur le rythme de croissance de cette épidémie ou pas? C'est très compliqué à dire parce que ce sont des modélisations épidémiologiques. Et alors, on a les modèles liés à la propagation du virus en Chine. On a vu ce qui s'est passé en Italie. Et puis, en région Grand Est, où on voit effectivement que ça monte. Le collègue urgentiste de la région Grand Est disait à Colmar qu'il n'y a pas eu de progression. On est vraiment sur un effet on-off et que du jour au lendemain, on peut se retrouver avec des patients. Et certains prédisent même la vague beaucoup plus tôt. Quant au pic, c'est après la vague, bien évidemment. Et le pic, on peut le déterminer a posteriori, un peu comme les sondages d'ailleurs, une fois que ça redescend. Merci. Restez avec nous quelques instants. J'ai encore d'autres questions pour vous. Alors, c'était sans doute inévitable lorsqu'on constate la ruée totalement irrationnelle vers les pharmacies depuis 48 heures. Vous pouvez en témoigner, Gérald. À partir de demain, la vente de paracétamol sera contingentée. Une boîte par personne ne présentant pas de symptômes et 2 boîtes en cas de douleur ou de fièvre. Décision prise cet après-midi par l'Agence du médicament. Hortense Villatte et Maud Gatineau ont constaté qu'effectivement les 22 000 pharmacies françaises étaient prises d'assaut. Jamais ce pharmacien n'avait accueilli autant de monde dans son officine dès l'ouverture. Bonjour madame. Des clients dont les demandes ces derniers jours varient peu. Est-ce que vous avez le gel pour les mains? Non, j'en avais plus. Vous avez des masques? J'ai des masques, mais je ne peux pas vous en délivrer. Les gels, non, malheureusement, on n'a toujours pas reçu. Des Français qui, liste en main, préfèrent prendre les devants. De Doliprane 1000, c'est pour adultes. Achetant par exemple plusieurs boîtes de paracétamol, depuis que les anti-inflammatoires sont déconseillés. Donc là, vous constituez comme un stock en fait? Bah ouais, faut dire ça. Ouais. Et avant que la restriction et la limitation de la vente de paracétamol n'entrent demain en vigueur, décision prise aujourd'hui par les autorités pour préserver les réserves des pharmaciens. Et vous avez de quoi faire? Oui, nous avons encore d'autres cartons. Et de toute façon, on a prévu une commande doit arriver normalement dans la semaine. Mais depuis plusieurs jours maintenant, Christophe Cluzel doit surtout rassurer inlassablement. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y a aucune pénurie sur ces produits-là. Et s'il y a confinement total, on peut quand même sortir pour venir jusqu'à chez vous? Oui, oui. Bon, je te serre pas la main, mais le carrière. Voilà. Alors quand un client s'enquiert enfin de son état, bon, comment tu vas? On fait avec, hein. Le pharmacien apprécie. Les gens en plus en ce moment demandent beaucoup d'écoute et d'attention. Donc c'est vraiment une reconnaissance de tout ce qu'on fait pour eux. Dans cette officine, dedans comme dehors, ces derniers jours sont aussi l'occasion d'un changement majeur, la prise de distance. On ne peut pas faire autrement, donc voilà, il faut s'adapter. Ces distances de sécurité, elles sont naturellement respectées par les clients, des clients qui sont de plus en plus nombreux au fil des heures. Parmi ces clients, 4 fois plus nombreux qu'à l'accoutumée, certains tous. Alors, inutile de prendre un quelconque risque. À la faveur d'une pause dans la journée, Christophe Cluzel et sa préparatrice prennent une précaution supplémentaire. Là, il y a un peu plus d'un mètre, comme ça, il y a moins de danger d'échange entre nous et les clients. C'est normal, c'est les distances de sécurité comme en voiture, mais on fait la même chose chez les êtres humains. Mesure de précaution appréciée qui vient s'ajouter à une longue liste. Lavage des mains réguliers, paiement sans contact, désinfection à l'alcool des comptoirs et des poignées. Pour ce pharmacien, de quoi se protéger et protéger ses clients. Ils sont ardemment attendus par les professionnels de santé, notamment les pharmaciens, depuis des semaines. Hier soir, lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé que les masques de protection seraient livrés dans les 25 départements les plus touchés dès demain.
Le ministre de la Santé a même affirmé que les camionnettes contenant les masques étaient parties. Julien Roux et Mathieu Perrault ont enquêté. Ils ont fleuri sur les visages des passants pour aller faire les courses. J'ai une maladie chronique, donc en fait, je ne voudrais pas rajouter le Covid à cette maladie. Ou pour se rendre à la pharmacie. Si ça se trouve, je suis porteur, mais en fait, on ne le sait pas. On n'a pas les symptômes, donc par respect pour autrui, je préfère en porter. Mais comment se procurer ces précieux masques introuvables? Par un copain qui travaille en entreprise. Mon mari est un grand bricoleur. On fait avec ce qu'on peut trouver, avec ce qu'on a. Le chef de l'État l'a promis. Des masques issus des stocks d'État vont être distribués dans les pharmacies. Mais ils sont uniquement réservés aux professionnels de santé. On a eu une grande vague de personnes qui sont venues aujourd'hui à la pharmacie en pensant qu'on avait les masques. Et quand on leur disait qu'on ne les avait pas, ils pensaient qu'on ne voulait pas leur donner. Il y a eu un peu de tension ce matin autour de ces masques. Et leur acheminement est aussi très complexe. Depuis le début du mois, les 4 fabricants français fournissent toute leur production à l'État, qui passe par un logisticien pour alimenter les grossistes, qui livrent eux-mêmes les pharmacies, où les médecins peuvent enfin se les procurer. Pourtant, il y a urgence pour ce représentant de SOS Médecins. J'ai des structures en France qui sont à sec et c'est pour ça que, encore une fois, il faut vraiment que les livraisons prévues soient effectives vraiment maintenant. Comment expliquer cette pénurie? Pour ce spécialiste du système de santé, il y a eu un manque d'anticipation des autorités sanitaires. On a sous-estimé un petit peu la menace il y a 2 mois, donc nous n'avons pas commandé suffisamment tôt. Nous nous serions aussi séparés de beaucoup d'équipements médicaux au profit de la Chine au mois de janvier, parce qu'à cette époque-là, on était persuadé que cette épidémie ne nous concernerait pas. Le ministre de la Santé l'assure. La France dispose à ce jour d'assez de masques, 410 millions dans les stocks d'État. Mais en fonction de la durée de l'épidémie, on ne peut pas savoir s'il y en aura suffisamment à terme. Docteur Kierzek, vous nous avez dit, j'en suis témoin sur ce plateau plusieurs fois, que les masques ne nous protégeaient pas contre le coronavirus, mais qu'ils servaient en revanche à ne pas contaminer les autres si soi-même on est positif. Malgré cela, beaucoup de Français, on le voit, demandent à avoir des masques, ils en cherchent désespérément. Qu'est-ce que vous leur dites ? J'ai pas changé de position et surtout la science nous montre que ce n'est pas pour c'est pour protéger quand on est soi-même malade, c'est pour éviter de projeter des gouttelettes. Donc ne vous précipitez pas sur ces masques-là parce que si vous avez des masques et que vous n'êtes pas malade, c'est peut-être au détriment de soignants qui eux ont l'obligation et la nécessité de se protéger. Quand on voit des médecins de SOS Médecins qui sont un peu dans la peur aussi d'aller voir des patients ou des infirmières qui sont au contact de patients, ils ont plus de risques. Donc les masques sont réservés, devraient être réservés aux professionnels de santé et c'est pas n'importe quel masque, hein, ce sont des masques FFP2, ces fameux masques canards. Donc on va voir ce qui va être livré. Apparemment, il y a des masques chirurgicaux qui sont livrés. C'est déjà une première protection. Mais ce masque pour les patients qui ne sont pas malades, donc ce ne sont même pas des patients, pour les citoyens, c'est plus un côté placebo, j'allais dire un côté gris-gris. Mais ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, ça peut vraiment être au détriment de stock ou de masques pour les professionnels. Par contre, si vous êtes malade, si vous toussez un peu, si vous avez de la fièvre, vous restez chez vous et vous mettez ce masque, bien sûr. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de masques neufs qu'il faudrait fournir chaque jour pour l'ensemble du personnel médical en France? Pour un professionnel de santé, il faut changer son masque plusieurs fois par jour. Et si on veut vraiment être dans les recommandations, 5-6 fois par jour. Ça veut dire 5 ou 6 masques par jour par professionnel. Si on prend juste les infirmières et les médecins, c'est à peu près 1 million de professionnels de santé. Vous imaginez, c'est 6 millions de masques par jour qu'il faudrait avoir tous les jours pour pouvoir équiper correctement les professionnels de santé. Ce qui veut dire qu'on les utilise dans des conditions dégradées. On ne prend pas forcément la peine de les changer plusieurs fois par jour. Parce que quand on en a un, on est content d'en avoir un. Ça veut dire plus de 40 millions par semaine. Merci beaucoup Gérald Kierzek. À demain, très vraisemblablement. Face à cette épidémie, vous êtes mobilisé, Gérald, avec notre rédaction, en collaboration avec le site Doctissimo. Vous avez élaboré un assistant virtuel pour répondre aux questions des Français sur cette épidémie. Alors si vous vous interrogez, je vous invite à vous rendre sur le site qui s'affiche maintenant sur votre écran et quelqu'un vous répondra, c'est l'évidence. Regardez à présent le témoignage, un témoignage parmi des milliers d'autres. C'est celui d'une infirmière mobilisée depuis plusieurs semaines. Son mari est chef d'entreprise. Comment font-ils pour s'occuper de leurs 3 enfants tout en continuant à travailler? À quoi ressemble leur vie quotidienne? Mickaël Guilleux et Michael Merle. Les trajets sont les mêmes, mais le quotidien a déjà bien changé. Myriam Rousset est infirmière libérale entre l'Allier et le Cher. Elle en est consciente. Une période éprouvante commence. Pour l'instant, c'est des interrogations. Est-ce que je ferai tous les soins de la semaine ou pas? Est-ce que je vais devoir
privilégier les soins vraiment importants. J'y vais quand même sereinement aussi, je veux pas paniquer. Le premier changement, ce masque, devenu obligatoire. Ce sera son défi, respecter les nouvelles règles sanitaires sans pour autant inquiéter ses patients. Bonjour. Vous n'êtes pas trop stressé? C'est pas parce que je mets le masque que je suis contaminée. Hein. Mais moi, je risque rien, là. C'est plutôt pour vous protéger, me protéger, mais aussi vous protéger, quoi. D'accord. Et vous avez de quoi? Dans son département, peu de personnes sont contaminées. Mais le virus avance et les patients sont préoccupés. C'est surtout rassurer les gens, je pense qu'il va être vraiment notre mission des jours à venir, quoi. J'ai confiance avec elle. Puis ça nous remonte, vous savez, on est des personnes vulnérables, on est des personnes âgées. Bon, je vous dis à demain. Ici, environ 1000 habitants comptent sur elle et ses 4 collègues. Mais à la maison, ses enfants aussi ont besoin de leur mère. On va regarder les devoirs. Depuis cette semaine, ils ont école à domicile. Donc là, t'as ramené tous tes cahiers. Nina, la plus jeune, est en CP. C'est tout ça. Oui. Tout ça? On fera peut-être demain, du coup, quand je rentrerai du boulot. Les 2 plus grands sont au collège et au lycée. Ni elle, ni son mari, chef d'entreprise, ne peuvent pour l'instant être présents toute la journée. Pendant les jours de la semaine, je vais essayer de rentrer un petit peu plus tôt. Un choix difficile auquel sont confrontés de nombreux soignants. Je suis motivée par le travail et surtout, voilà, c'est aussi de motivation, là, prendre soin des gens qui sont en difficulté. Mais aussi, on est un peu partagé parce qu'on est entre... voilà, on sait qu'on va être exposé et moi, j'ai pas spécialement envie de les contaminer non plus si jamais... Voilà. Les enfants dorment encore. Myriam Rousset va chercher son matériel au cabinet. Sa plus grande crainte, le manque de protection. Elle dispose de masques chirurgicaux pour 3 semaines, mais dans son cabinet de campagne, l'infirmière se sent isolée. Elle n'a pas reçu de consigne des autorités. Là, je regarde mes mails pour voir si on a des infos, mais il n'y a rien du tout. On nous laisse gérer tout seul, se dépatouiller un peu avec les informations, et ça, c'est pas évident. Il faudrait des informations plus claires, de toute façon. Des informations pour protéger au mieux la quarantaine de patients qu'elle visite tous les jours, mais aussi sa famille. Elle ne veut prendre aucun risque. Dans certains lieux, l'infirmière fait partie des seules personnes extérieures à pouvoir pénétrer. Sur sa tournée, certains de ses patients font partie des plus vulnérables au coronavirus. Je vais vous faire la piqûre. Oui. C'est le cas de cet homme atteint de diabète. Le personnel soignant, je tire mon chapeau, hein, j'admire leur travail. Pour continuer à mener sa mission, elle espère plus de moyens. Ce qui est satisfaisant, c'est de pouvoir aider, puis aussi d'être au cœur de l'action quand même. Voilà, on a l'impression d'être utile. Mais après, voilà, disons que ça suffit pas juste de nous dire c'est bien ce que vous faites, continuez comme ça. Il faut qu'il y ait du concret. Oui, c'est moi ce soir. Comme Myriam Rousset, près de 120 000 infirmiers et infirmières libéraux sont tous les jours au chevet des patients confinés. Cette épidémie qui a aussi des conséquences dans le monde du sport. 3 grands événements ont été officiellement reportés aujourd'hui. L'Euro de football qui devait débuter le 12 juin aura lieu dans un an, en juin 2021. Le tournoi de tennis de Roland-Garros aura lieu non pas en mai, mais fin septembre, une semaine seulement avant la fin de l'US Open, ce qui risque d'ailleurs de poser quelques problèmes. Report également à une date non précisée de la course cycliste, l'une des plus belles, Paris-Roubaix, qui aurait dû avoir lieu en avril. Eux ne peuvent plus se produire en concert ou sur des scènes de théâtre. Ils sont comme des millions de Français confinés chez eux. Des artistes de plus en plus nombreux refusent de couper tout contact avec leur public. Grâce aux réseaux sociaux, ils jouent, ils dansent, ils chantent et ils vous donnent quelques sages conseils. Si vous êtes nostalgique de la France 98, ça va vous rappeler quelque chose. Gwenaël Bellec. Malgré le temps. D'habitude, tous ces artistes se produisent devant des salles combles. Vous voyez si vous m'entendez. Mais aujourd'hui... Voilà, on va vous proposer un petit moment de poésie dans ces instants un peu troubles. Comme le chanteur M, accompagné de Pierre Richard, il nous propose des concerts sur les réseaux sociaux. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. À Bercy, le groupe Trio a tenu à se produire le jour prévu. Ne pas se fuir comme la peste. Devant 80 000 fauteuils vides, ils ont joué pour les réseaux sociaux. Les premiers étonnés de récolter ce que l'on sait. Tout se passe pas comme prévu. Pour adoucir notre confinement, Jean-Louis Aubert aussi a donné un concert via son smartphone. Enfin, le mois prochain,
Enfin, 2 mois, quoi, peut-être. La vidéo de Gloria Gaynor, elle, a été vue des millions de fois. Elle y montre les bonnes pratiques. Dans la foulée, des dizaines de milliers d'internautes font le même geste sur les réseaux sociaux. Une personnalité qui s'y connaît en matière de confinement, Thomas Pesquet, a passé près de 200 jours dans l'espace et nous donne ses conseils dans ce tutoriel. Comme tout le monde, je pense que je vais passer pas mal de temps à lire, peut-être revoir des classiques, mais je peux même vous donner des conseils de lecture, si vous voulez. Et puis l'Opéra de Paris met en ligne tous les soirs ses plus beaux spectacles. Manon, ce soir, gratuitement, sur son site internet. Regardez et écoutez cette image à présent, écoutez attentivement. Ce sont des applaudissements, de simples applaudissements. Ils ont été enregistrés à 20h, il y a quelques minutes donc. Des applaudissements, un geste de soutien au personnel de santé qui soigne depuis plusieurs semaines les personnes touchées par le coronavirus. C'était à Paris, mais c'est en fait ce que font, vous le savez, les Italiens tous les soirs depuis plusieurs semaines, depuis leur balcon, depuis leurs fenêtres, pour encourager eux aussi les incroyables et remarquables et très méritants personnels de santé. Demain matin, Elisabeth Martichoux recevra le ministre de la Santé, précisément Olivier Véran, pour son interview politique. Rendez-vous à 8h30, Canal 26. Quant à nous, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre série Prodigal Son. Demain, à 13h, Jacques Legros, avec la complicité de Jean-Pierre Pernaut, bien évidemment. Je retrouve moi, à 20h. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.